Et je regarde ce qui se passe aux États-Unis par rapport à ce qui se passe dans notre économie. Et Richard, le constat est clair. Donald Trump est en train de gagner. Et tous les oiseaux de malheur qui prédisaient la chute des marchés boursiers, une augmentation du chômage, une inflation incontrôlable, une croissance du PIB presque nulle, tous ces oiseaux de malheur-là, jusqu'à présent, ont tort. Parce que Donald Trump est en train de gagner. Non, c'est une sacrée semaine pour lui, là, avec le cessez-le-feu à Gaza. Et ça me rend jaloux, Richard. Ça me rend jaloux parce que je regarde l'économie américaine. Écoute, il est en train de gagner sur le plan de la relocalisation manufacturière. Bon nombre d'usines, Stellantis avec ses Jeeps, des usines, des géants de la technologie qui investissent aux États-Unis. T'as La Vie en Rose, notre fleuron québécois, qui a même ouvert un entrepôt aux États-Unis pour éviter les taxes douanières. Donc, il rapatrie de l'activité économique aux États-Unis. Les principaux indices à la bourse de New York fracassent des records jour après jour. Ah oui? Les taux aux États-Unis ont commencé à baisser. Donc, la Fed a commencé à baisser son taux directeur et on est dans un cycle baissier. C'est ce que Donald Trump voulait. As-tu vu le prix du baril de pétrole américain, Richard? Non. Il est passé sous la barre des 60 $ américains. Il est plus abordable qu'il y a 5 mois de cela. Mais là, ça, ce sont des mauvaises nouvelles pour les anti-Trump. Parce que les anti-Trump disaient le milieu des affaires aux États-Unis va se tanner et va faire pression auprès de Trump pour qu'il change sa politique sur les tarifs, etc. Mais là, tu es en train de dire que le milieu des affaires doit être particulièrement content. C'est le plein emploi aux États-Unis, Richard. Le taux de chômage est à 4,1 %. Au Canada, notre taux de chômage dépasse les 7 %. C'est pour ça que je suis jaloux, Richard. Je suis jaloux de la croissance économique des États-Unis, qui est à 3,8 %. Il y a bien peu d'analystes qui avaient prédit au dernier trimestre qu'on aurait une croissance du PIB, donc une croissance de la production de richesse aux États-Unis à la hauteur de presque 4 %. Ça défie ce que nous répétaient sur toutes les tribunes bien des oiseaux de malheur. Et là, Richard, je regarde chez nous maintenant. Et je regarde notre taux de chômage, qui est très élevé. Et ce, même si on a baissé les taux à plusieurs reprises. Notre taux directeur, nos taux d'intérêt sont pas mal plus bas au Canada. Je regarde le PIB per capita. En français, ce que ça veut dire, c'est la production de richesse par habitant. Elle stagne, Richard. On s'appauvrit collectivement de trimestre en trimestre, et ce, depuis trop longtemps. Et hier, Richard, je me suis rendu à Varennes, sur la rive sud de Montréal. Oui. Je suis allé chez Recyclage Carbone Varennes. Ça, c'est un autre canard boiteux. Ça t'appartient, Richard. Je sais pas si on a mis combien là-dedans? On a mis à peu près un demi-milliard de dollars. Grosso modo, le fédéral, le provincial. Qu'on a perdu. Hein? Et, écoute, on est habitué de perdre de l'argent, là. Lyon Électrique, Nordvolt. Aujourd'hui déménage, Richard. Ben, c'est parce qu'on n'a pas d'entente encore avec les Américains, parce qu'il y a encore des tarifs en vigueur sur notre secteur automobile, et peut-être parce que notre climat d'affaires n'en est pas un qui est favorable à l'essor du secteur privé et d'entreprises comme Stellantis. Donald Trump est en train de gagner, Richard. Il l'avait dit, hein? Il avait dit, les Americans will be tired of winning. Et je pense que les Américains sont pas encore fatigués de gagner, mais moi, je suis fatigué de les voir gagner pendant que nous, on perd. Non, je ne sais pas si vous avez vu le Premier ministre du Canada qui fait le malin à Davos, mais qui est allé voir Xi Jinping, pas un mot sur les droits de l'homme en Chine, pas un mot sur les droits de l'homme en Chine. Il est nul, complètement nul, ce le jeune Premier ministre canadien. Se tourner vers la Chine, mais alors autant aller tout de suite en enfer. Non, c'est... Mais c'est l'idole de beaucoup de gens. Davos, c'est l'idole de beaucoup de gens. Et j'ajoute à ce que tu dis, Ben, Danielle Smith, elle aime Donald Trump. Et Donald Trump aime Danielle Smith. C'est pas, on part pas de loin, là. Il y a une bromance, là, qui est en train de s'installer. Alors, ça va être facile d'avoir des négociations, alors que Danielle Smith ne s'entend pas vraiment avec Mark Carney. Mais d'après ce que j'ai entendu, il y a déjà des négociations entre les Américains et certaines personnes dans certaines sphères politiques en Alberta. Ils en parlent déjà. Ouais. Le 16 janvier, des soldats allemands sont arrivés au Groenland. Le 17 janvier, Trump a imposé des droits de douane supplémentaires à l'Allemagne. Du coup, le 18 janvier, les soldats allemands sont rentrés chez eux et ils ont quitté le Groenland. Bravo. Alors, Ursula von der Leyen, Henri Guénaud l'a justement rappelé, c'est également opposé à un cessez-le-feu à l'Ukraine. Les personnes qui sont sous les bombes vont être vraiment satisfaites
des propos de la présidente de la Commission européenne. C'est quand même très intéressant. Moi, j'adore quand on parle d'atteinte à la démocratie. Moi, j'ai connu une grande atteinte à la démocratie en France. C'est quand le 29 mai 2005, 55% des Français ont voté contre le traité constitutionnel européen et qu'on a piétiné leur vote avec le traité de Lisbonne en 2008. Merci Sarkozy, merci Hollande. Là, je n'ai pas entendu la Commission européenne s'opposer à cette atteinte gravissime à la démocratie. Et puis, il y a quand même une autre chose. Madame von der Leyen, on va utiliser des termes peut-être un peu triviaux, mais joue un peu les matamores. C'est amusant devant un drapeau américain, peut-être ça me rappelle la pub d'une marque de disques, Pathé Marconi, la voix de son maître, mais surtout elle tense les dirigeants de la Pologne et de la Hongrie. Je rappelle juste une chose, on aime Orban ou on n'aime pas, mais il a été réélu plusieurs fois et démocratiquement à chaque fois. On aime le président polonais ou on ne l'aime pas, mais il a été réélu démocratiquement plusieurs fois. Alors elle, qui n'a jamais été élue par personne, qui a été un fiasco comme ministre de la Défense en Allemagne, mais en Allemagne c'est un peu comme en France, tous ceux qui se plantent, on les envoie dans les institutions européennes, et qui est lamentable, comme l'a dit Henri Guénaud, désolé, si avec ça les gens ne deviennent pas tous eurosceptiques, c'est à désespérer. Claude Gélinas l'a partagé, j'ai fait un commentaire là-dessus. Ça n'a pas de sens, je veux dire. Absolument pas. Donc, les non-Canadiens peuvent-ils représenter les Canadiens? Absolument. Actuellement, 48 députés sont nés à l'étranger. Certains sont arrivés ici avec le statut de réfugiés. Non. Naissance de deuxième génération seulement, puis idem pour un référendum. Ça n'a pas de sens qu'on accepte ça. Quand un pouvoir crée son propre réseau social, ce n'est pas pour vous protéger, c'est pour vous faire taire. Et ce qui se joue aujourd'hui, sous vos yeux, n'est pas une réforme, c'est une riposte. L'Union européenne a perdu le contrôle de l'information, alors elle verrouille un réseau social officiel, W, un nom propre, lisse, moral, un univers fermé, woke, normé, surveillé. Identification numérique obligatoire, vérification humaine, traçabilité totale. Depuis quand faut-il montrer ses papiers pour parler librement? Depuis quand la démocratie commence par l'identification des voix? Un pouvoir légitime débat, un pouvoir inquiet flic. Ils disent que c'est pour lutter contre la désinformation, contre la haine, pour sauver la démocratie. Mais la démocratie ne se sauve pas par la censure, elle meurt par la censure. Qu'ils y aillent sur W, qu'ils s'y retrouvent entre eux, entre technocrates, journalistes militants, commissaires moraux, qu'ils s'y enferment dans leur monde. Nous, on n'en veut pas, parce que la vérité ne naît jamais dans l'entre-soi. Parlons maintenant de ceux qui se présentent comme les gardiens de la liberté de presse. Lors d'une commission d'enquête parlementaire officielle, un fait est évoqué, documenté, précis. Reporters sans frontières aurait perçu près de 700 000 € de financement provenant de la fondation de George Soros. Ce point n'a pas été démenti lors de l'audition de leur direction. Alors, question simple, quand une organisation censée noter, classer, juger la liberté de presse mondiale reçoit des financements privés idéologiquement marqués, peut-on encore parler de l'indépendance totale? Peut-on encore parler de neutralité absolue? Et surtout, pourquoi est-ce que poser cette question entraîne de la censure sur certaines plateformes telles que TikTok? Quand une vidéo se contente de retranscrire une question parlementaire et une réponse officielle, sans injure, sans haine, sans violence, et qu'elle est supprimée, ce n'est plus de la modération, c'est un tabou idéologique. Revenons aux fondamentaux. La charte de Munich 1971. Respecter la vérité, quelles qu'en soient les conséquences. L'ont-ils fait lors des grandes crises récentes? Non. Ne pas supprimer les informations essentielles, ont-ils tout montré? Ou seulement ce qui entrait dans le récit autorisé? Refuser toute pression directe ou indirecte, qui a résisté? Qui a dit non aux éléments de langage? Ne jamais confondre journalisme et propagande. Regardez l'uniformité des discours, regardez les plateaux, regardez les absences. Le peuple a vu et le peuple n'oubliera pas. Alors quelque chose d'inédit s'est produit. Des citoyens ont enquêté, archivé, comparé les discours d'hier avec les réalités d'aujourd'hui, sans badge, sans subvention, sans autorisation. Et c'est précisément pour ça qu'ils veulent reprendre le contrôle. W n'est pas un futur, c'est un bunker numérique, un refuge pour un système qui ne supporte plus d'être contredit. Il pensait que le peuple oublierait, il n'a pas oublié. Il pensait que la peur suffirait, elle n'a pas suffi. Gardez la mémoire, gardez les faits, gardez les archives. Vous n'êtes pas le problème, vous êtes la preuve que l'information ne leur appartient plus. Vous êtes le contre-pouvoir des soldats digitaux. Et cette fois, ils ne pourront pas dire qu'ils ne savaient pas. Ils ont failli à leur mission, ils ont joué avec nos vies, ils ont trompé nos familles. Gardons le cap, ne perdez pas espoir, mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises.
Il y a aujourd'hui un constat qui saute aux yeux de tous ceux prêts à les ouvrir. Le prix que paient les Français pour leur électricité n'est plus en phase avec le coût réel de sa production. Et pourtant, grâce à une vision et un courage d'après-guerre, de qualité qui semble avoir déserté nos gouvernements de plus en plus éphémères, la France s'est dotée d'un parc nucléaire et hydraulique capable de fournir près de 90% de notre mix avec une électricité compétitive et décarbonée parmi la meilleure au monde. Alors où est l'arnaque ? D'une part, dans la fourniture, dans le coût de la fourniture. Au lieu de faire de ce parc un atout stratégique, des décisions idéologiques ont enfermé la France dans un marché européen de l'électricité dont l'absurdité n'a cessé de tirer ses coûts vers le haut depuis sa création. Quand le coût de production du nucléaire se situe entre 50 et 60 euros par mégawattheure, les prix à terme y demeurent bien au-dessus et sont très volatiles. J'en veux pour preuve la douloureuse crise de 2021-2022 avec des prix à terme atteignant 200, 300, 400 voire 500 euros par mégawattheure. D'autre part, dans le soutien aux énergies intermittentes et les taxes, depuis l'an dernier, cette part est devenue la première composante de la facture d'électricité devant la fourniture ou l'acheminement. Outre une TVA abusivement élevée pour ce qui est pour autant caractérisé dans le Code de l'énergie comme un produit de première nécessité, 10 à 12% de la facture finale proviennent de l'accise sur l'électricité qui finance la perfusion continue des énergies intermittentes à coût de milliards d'euros. Mises bout à bout, toutes ces gabegies font que les Français paient aujourd'hui en moyenne leur électricité 5 fois plus cher que le coût de production du nucléaire. Et le résultat est doublement catastrophique, une perte de compétitivité pour nos entreprises et une pression insupportable sur le pouvoir d'achat des ménages. L'électricité doit redevenir un atout stratégique et non un handicap économique. Cela implique donc 3 décisions politiques majeures. Premièrement, baisser les prix de l'électricité, évidemment, les baisser en rompant avec le dogme européen du merit order qui a aligné 75% du temps les prix spot de 2024 sur ceux du gaz et fait perdre à la France son avantage compétitif. Les baisser en rétablissant une tarification nationale régulée, fondée pour l'essentiel sur le coût de production de notre mix nucléaire et hydraulique amorti, et les baisser en réduisant immédiatement la TVA sur l'électricité, mesure du programme de Marine Le Pen, et je suis bien content que vous la réappropriez. Deuxièmement, garantir des contrats stables et compétitifs sur le long terme à nos entreprises pour permettre la réindustrialisation. Et troisièmement, investir massivement dans des capacités pilotables décarbonées, nucléaire, hydraulique, biomasse, pour sécuriser notre approvisionnement futur. Entre 6h et 10h le matin, 16h et 20h en fin de journée, où on consomme collectivement le plus. Donc, si on peut déplacer l'utilisation de certains électroménagers, laveuses, sécheuses, lave-vaisselle, recharge de véhicules électriques en dehors de ces périodes-là, ça va nous donner un coup de main. Malheureusement, on a énormément de Français patriotes qui aiment leur pays, qui aiment leur terre, qui sont enracinés. Mais ils ont perdu confiance en eux, ils sont démoralisés, ils retournent leur colère et leur désespoir contre eux-mêmes. Mais non, il faut arrêter ça. Vous avez de bonnes raisons d'être en colère, mais de grâce, ne retournez pas ça contre vous et organisez-vous pour reprendre le pouvoir. Vous avez la capacité de le faire. Tous les agriculteurs qui souffrent dans leur petite commune, mais qui s'emparent de leur mairie. Que les agriculteurs, plutôt que de venir autour de l'Arc de Triomphe, ce qui ne servira strictement à rien, à jamais personne, reprenez le contrôle de vos mairies et organisez Révolu Droit. Vous reprendrez le contrôle de vos activités professionnelles et de la réglementation qui va avec. Ursula von der Leyen thinks she's untouchable. She thinks she's above the law. But we are here today to remind her that she is not. So, allow me to take this moment, look straight into the camera, and speak truth to power for a moment. Mrs. von der Leyen, do you think about what you have done? Do you think about the people who suffer because of your policies? Do you think about the people who have died because of a vaccine that you pushed on them, that you bought behind closed doors? Mrs. von der Leyen, do you ever think about the cries of the mothers who cry at night because their children were raped or murdered by immigrants that you let in? Do you ever think about the farmers whose entire life's work were destroyed because you pushed the communist agenda? Do you ever think about the people who cannot afford food for their children because you implemented policies that are crippling our economy whilst you were able to send your 7 children off to the most expensive schools in Europe? Do you ever think about that? I bet you don't, because none of this is happening in your backyard. But, ladies and gentlemen, I do. I think about those people. I think about them. I will not forget them.
So let me promise you right here, right now, I will not stop fighting for them. I will not stop fighting for the truth, and I will not stop fighting for my people. The time of zero accountability will come to an end, and I will promise you, we will make Europe great again. Les États-Unis sortent officiellement de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, pas demain, pas symboliquement, maintenant. Et la question n'est pas pourquoi, la vraie question c'est pourquoi personne n'en parle. 20 janvier 2025, premier jour du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, un décret est signé, numéro 14155. 2 jours plus tard, l'OMS reçoit la lettre officielle. Mais voilà le point que presque personne ne mentionne. Selon les règles internes de l'OMS, un État ne peut pas partir immédiatement. Le préavis est d'1 an. Le délai se terminait hier, le 22 janvier 2026. À partir de cet instant précis, les États-Unis ne sont plus membres de l'OMS. Un événement historique, silencieux, presque effacé. Pourquoi ? Dans l'ordre exécutif, l'accusation est claire. Mauvaise gestion de la pandémie de Covid-19, opacité sur l'origine de la crise à Wuhan, incapacité de l'OMS à démontrer son indépendance face aux pressions politiques. Indépendance, un mot anodin? Non, parce que sans indépendance, une organisation de santé devient un instrument. Alors regardons derrière le logo bleu. Qui finance? Qui influence? Qui oriente les priorités? Toujours les mêmes fondations. Rockefeller, Wellcome, Trust, Carnegie, Fondation, Bill Gates. David Martin utilise des mots radicaux. Il parle d'entreprise de raquettes, d'une organisation devenue un outil de promotion vaccinale au service d'intérêts privés. Exagération ou description brutale d'un système devenu intouchable? À partir de quand la philanthropie devient-elle du pouvoir? Retour en arrière, 2010, la Fondation Rockefeller publie des scénarios prospectifs, des scénarios de pandémie mondiale. On y lit contrôle accru des populations, gouvernance centralisée, décisions imposées, top-down, citoyens de plus en plus réticents. 13 ans plus tard, en 2023, Rockefeller et l'OMS signent un partenariat officiel pour la prochaine pandémie. La question n'est plus si, la question devient qui écrit le script à l'avance. Ce qui est nouveau, c'est que la contestation ne vient plus seulement de la rue, elle vient de l'intérieur du système. Robert Redfield, ancien directeur du CDC, déclare publiquement « Le vaccin contre la Covid n'a jamais été conçu pour empêcher la transmission. L'appeler vaccin était probablement un abus de langage. » Alors, on s'arrête 2 secondes. Si ce n'était pas un vaccin, pourquoi des obligations? Pourquoi des passeports sanitaires? Pourquoi des exclusions sociales? Et surtout, pourquoi des enfants? Vous savez tous pourquoi, sauf que vous n'osez pas l'admettre que vous avez été trompé par ceux qui étaient censés vous représenter et vous protéger. Robert Redfield précise ensuite qu'il avait quitté ses fonctions au début de la crise. Autrement dit, ce n'est pas moi, ce n'est pas non plus mon problème, mais des millions de personnes ont fait confiance, des millions ont obéi. Et aujourd'hui, on leur dit, on ne maîtrisait pas totalement. Alors, une question simple surgit. Qui assume ? RFK Junior franchit un seuil. Il accuse Anthony Fauci d'avoir soutenu le Remdesivir, malgré des essais antérieurs montrant une mortalité massive lors d'utilisation contre Ebola. Il parle d'homicide, ce sont ses mots, pas un slogan, pas une rumeur. Pendant ce temps, à Davos, Bill Gates vacille. Il reconnaît publiquement une chute de plus de 20% des financements, des dons coupés brutalement, un impact réel sur ses programmes. Il lie même la hausse récente de la mortalité infantile à cette baisse des fonds. Alors, une question dérangeante apparaît. Si la santé mondiale dépend des dons des milliardaires, est-ce encore un système public ? Robert Malone annonce que lui, RFK et d'autres travaillent pour faire retirer le vaccin Covid du marché. Le PDG Pfizer s'agite. À Davos, il réclame l'éviction de Robert Francis Kennedy Jr. Pourquoi une telle panique si tout est sûr, efficace et transparent ? RFK Jr. lâche cette phrase. Le Forum économique mondial est un club de milliardaires non élus qui transfèrent la richesse vers le haut et impose des contrôles totalitaires. Pendant la pandémie, 4 000 milliards de dollars ont été transférés vers l'élite pendant que les petites entreprises mouraient. Alors peut-être la vraie rupture n'est pas sanitaire, elle est politique, elle est financière. Elle commence le jour où un pays dit non. Et ce jour-là, les États-Unis ont quitté l'OMS. Mais surtout n'oubliez pas, on n'est clairement pas au bout de nos surprises. Ça, mes amis, c'est le réchauffement climatique dans le Kamchatka, en Russie. Ils n'avaient jamais vu ça, voilà, juste pour vous dire. Je vous dis qu'on bat des records de froid, des records de neige. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu que la neige est arrivée à la hauteur des toits des immeubles. Et ce sont des immeubles à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je crois que c'est des immeubles à 10 étages. On a de la neige qui arrive au sommet des immeubles de 10 étages. Vous vous rendez compte ?
C'est-à-dire que si on arrivait sur une ère glaciaire, ça se ferait extrêmement rapidement. En 5 ans, l'hémisphère nord serait sous la glace. Ça irait extrêmement vite. Voilà. Ah là, mais attendez, les mecs, vous allez voir. C'est que les habitants partent au travail depuis leur fenêtre du 6e étage ou du 7e étage. Vous allez voir, c'est de la folie. La neige, elle arrive à leur fenêtre au 7e étage. Ils n'ont pas besoin de prendre l'ascenseur. Regardez comment ils vont bosser le matin avec ils partent par la fenêtre avec une luge. Je veux pas faire chier personne, mais je suis présentement en train de pelleter ma 23e bordée de neige de 2026. Vous me croirez peut-être pas, mais ça me coûte juste 2800$ par mois me loger ici, dans ce lieu paradisiaque tout droit sorti d'un conte de fées qui est le Québec. Pour ceux qui hésitent à faire le grand saut, c'est beaucoup moins difficile qu'on le pense. T'as juste à accepter de te faire crosser à tous les niveaux possibles et imaginables, puis continuer de dire qu'on est bien ici puis que c'est pire ailleurs, et toi aussi, tu pourras vivre cette vie de rêve pour le reste de tes jours. Je le sais, pour beaucoup, ça peut avoir l'air épeurant. On se dit c'est trop beau pour être vrai. Ou bien tout ce climat de marde, des logements trop chers, de la bouffe pas achetable, des taxes plus élevées que partout ailleurs, c'est trop pour moi, je le mérite pas. Mais arrêtez-moi ça. Si je le mérite, vous le méritez vous autres aussi. Suivez mes nouvelles capsules de voyage pour voir comment on vit au Québec et comment vous pourriez, vous aussi, avoir cette vie de rêve. Je vais tout vous expliquer, les logements, la bouffe, le système de santé, les impôts, les routes, l'électricité. C'est simple, ici au Québec, tout est mieux qu'ailleurs. Bon, ben, faut que je vous laisse. Là, faut que j'aille déneiger mon char pour l'amener au garage à cause du nid de poule que j'ai pogné hier. Puis en attendant, ben, je vais profiter de leur Internet pour payer mon bill d'hydro de 600$ parce que moi, j'ai plus d'électricité chez nous. Encore. Fuck. La vie pittoresque à son meilleur. Qu'est-ce que vous attendez, guys? Bonjour à tous, nous venons de voir la dernière vidéo. Quelques petites images pour terminer. Bon, ben, les performances économiques du Canada pour les 10 dernières années. On est vraiment les derniers de classe. Ironie climatique, la NASA révèle que le CO2 a augmenté la végétation sur la Terre jusqu'à 50% en 35 ans. Et oui, le CO2 n'amène que des bienfaits. Déclaration de Donald Trump, le Canada s'oppose à la construction du dôme d'or au-dessus du Groenland, même si ce dôme d'or protégerait le Canada. Au lieu de cela, ils ont voté en faveur de relations commerciales avec la Chine, qui les dévorera dès la première année, signé président Donald J. Trump. Il a raison. Golda Meir, cette dame a déjà été premier ministre d'Israël, en tout cas en 1969. Nous ne pardonnerons jamais aux Arabes qui nous ont obligés à tuer leurs enfants. Bon voilà, c'est tout pour cette vidéo. Ben Garneau ici qui vous dit merci, portez-vous bien et à la prochaine.